Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Mike Ward, un nom très américain, mais il n'est pas américain, il est québécois. Et donc, il était à Paris pendant une petite semaine pour le Hamac Festival, qui était un festival, première année qu'on a fait ce festival, et c'était très chouette. Il y avait même une soirée en anglais dans laquelle j'ai participé, à côté du comte de Boudarbala et de Mike Ward, qui parlent parfaitement les deux langues, c'est-à-dire québécois et anglais. Et je dis québécois parce que je sais que c'est pas forcément exactement pareil que le français. Le film québécois, souvent il y a des sous-titres pour le français. Et voilà, c'était très cool de le voir jouer dans les deux langues et de parler avec lui par rapport à la différence entre l'humour au Canada, l'humour en France, et aussi de traduire les vannes, de jouer dans les deux langues, etc. Il faut savoir qu'on a fait ce podcast dans son hôtel. On voulait le faire dans sa chambre, mais c'était en plein canicule. Donc, il faisait à peu près 45 degrés dans sa chambre. Donc, on l'a fait dans l'entrée de l'hôtel. Donc, il peut avoir un peu de bruit, des bébés qui pleurent, des téléphones qui sonnent, des touristes qui parlent anglais derrière, des choses chiantes, quoi. Voilà, une très chouette conversation avec Mike Ward. Bonne écoute. Et tu m'as dit déjà que c'est pas la première fois que tu viens à Paris. Non, c'était la sixième. Sixième fois. Ouais. Et chaque fois, c'était pour jouer. Oui. Chaque fois, c'était dans un festival. Non, je suis venu une fois avec mon père. Ouais. Ah oui. Ouais, pour ses 80 ans, il n'y avait jamais. Nous, on est irlandais d'origine. Ouais. Je voulais l'amener en Irlande, mais ouais. Ça l'intéressait aucunement. Puis il m'a dit qu'il voulait voir l'Écosse. Fait que je l'ai amené en Écosse, mais je me suis dit, tant qu'à être ici, on va faire 3 semaines. On a fait une semaine en Écosse, une semaine à Londres, une semaine à Paris. Ouais. Donc, tu as grandi au Canada? Oui, dans la ville de Québec. Ah, d'accord. Et déménagé à Montréal à l'âge de 20 ans, à 19 ans pour aller à l'université au début. Oui. Et quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'ai arrêté l'école. T'as fait tes études en quoi? Tu commençais tes études en commerce, vu que je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Et je me disais, si j'ai un bachelor's en commerce, je me disais, je vais savoir faire de l'argent. Ouais. Et donc, quand est-ce que tu pensais à faire du stand-up? Est-ce que c'était quelque chose qui t'est venu d'un coup, ou c'était quelque chose qui est venu petit à petit? T'avais une conviction? Non, quand j'étais enfant, je savais que c'est ça que j'allais faire, ou c'est ça que je disais que j'allais faire. Ouais. Et quand je suis déménagé à Montréal, tous mes amis de Québec, quand je retournais à Québec, me demandaient « Hey, t'as commencé à faire du stand-up? T'as commencé à faire du stand-up? » Et je disais toujours « Non, pas encore, pas encore. » Et là, après 6 mois, mes amis me lâchaient plus. Il faut que tu commences, il faut que tu commences. Et un soir, quand j'avais bu, j'ai menti à mes amis, je leur ai dit que j'avais commencé et ça allait bien en me disant ils vont arrêter de m'achaler. Oui. Et là, mes amis ont dit c'est quand tu joues. Oui. Et là, j'ai dit je joue les lundis au Comedy Works. Ils ont dit OK, tous les lundis. Puis j'ai dit oui, pourquoi? Bien dit on va être là lundi. Et là, j'ai eu 10 amis de Québec qui sont montés à Montréal. Oh putain. Ouais. Et moi, j'ai appelé en panique, c'était avant Internet, j'ai appelé au Comedy Works. Et les open mic du Comedy Works, il y a en moyenne 4 personnes. Fait que je savais que si je disais que j'amenais 10 personnes, ils allaient me faire jouer. Fait que j'ai dit, je serai là lundi. J'ai jamais joué, mais j'amène 10 personnes. Ils m'ont rappelé, ils m'ont booké. Là, je suis arrivé avant mes amis pour dire au MC, quand tu vas me présenter, dis que je suis un regular. You know this guy, bla bla bla. Et c'est le même qui ma première fois sur scène, je me suis fait présenter en disant vous le connaissez, vous l'aimez, voici Mike Ward. D'accord. Et donc, est-ce que tu penses que inconsciemment, tu disais à tes potes que tu faisais déjà, comme ça te forçait, c'est-à-dire que tu t'es mis dans une situation où tu t'es forcé de monter sur scène, comme si c'était la seule manière de vraiment te pousser. Peut-être, mais si j'avais pas fait ça, c'est sûr, je serais jamais monté sur scène. Mais moi, je pense que c'était juste pour changer de sujet. Je me disais, si je leur dis que j'en fais déjà, ils vont arrêter de me parler de ça, mais
C'était pas très réfléchi. Mais pourquoi ils insistaient? Parce qu'ils pensaient que tu étais drôle, ou est-ce que c'est juste toi qui vraiment disais que tu voulais faire ça depuis que tu étais petit? Je pense qu'il me trouvait drôle, et je le disais tellement à tout le monde que c'est ça que j'allais faire, que ça serait comme si tu avais un ami qui dit hey, je déménage mettons à New York pour faire du ballet. Ouais. Puis après, tu apprends qu'il travaille dans un garage, il est serveur, tu vas faire, je pensais que tu allais faire du ballet. Ouais. Et pourquoi cette envie? Est-ce qu'il y avait des gens que tu regardais? Moi, quand j'étais petit, ma première influence, toutes mes influences sont américaines. Ouais. Parce que tu as grandi complètement bilingue. Ton père était américain? Mon père, canadien. Anglais, oui. Ouais, c'est ça. Et j'allais à l'école, je vivais à Québec, qui est quasiment 100% francophone. Ouais. Mais il y a une petite communauté anglophone, et j'allais à l'école anglaise. Toute mon éducation de maternelle jusqu'à l'université a été faite en anglais. D'accord. Mais à la maison, à mon père, je parlais anglais, à ma mère, je parlais français. D'accord. Pour avoir les deux langues. Et, est-ce que c'est cool? Ah oui, mes influences. Ouais. Désolé. Moi, la première fois que j'ai pensé faire du stand-up, c'est quand j'ai vu Eddie Murphy Delirious. Ouais. Ça m'avait marqué. Vraiment, puis à l'époque, avec les VHS, ouais. J'écoutais. Et après ça m'a fait découvrir Richard Pryor, qui m'a fait découvrir... après ça a été Sam Kinison, Andrew Dice Clay, que personne respecte, mais que j'aimais vraiment. Oui, il était beaucoup. hyper important à l'époque, ouais. et il a trouvé un personnage qui... Je l'ai revu en spectacle l'année passée. Oui. Et c'est drôle, il finit avec ses nursery rhymes, ouais. Mais c'est le public qui crie les punchs. Fait que t'as vraiment l'impression d'être dans un show rock. Ouais. C'est vraiment spectaculaire. Toutes tes influences, c'était qui? En fait, quand je me suis rendu compte que j'ai regardé le stand-up assez tôt. Okay. Je pense quand j'étais enfant, pas ado, c'était Bill Cosby himself. Okay. C'était un des spectacles en entier que je regardais. En entier, et j'ai dû avoir genre 7 ans, quoi, okay. Tu vois. Et donc, déjà, c'était c'est quelque chose d'intéressant, là, tu vois. Et après, George Carlin, je regardais un peu, et quand j'étais plus ado, genre, même avant, genre 11 ans, Eddie Murphy, Raw. Okay. Tu vois, avant Delirious, j'ai d'abord vu Raw. Que c'était un saut en cuir mauve à place de rouge. Ouais, c'est de rouge ou orange qu'il a fait dans Delirious, ouais. Et après c'était juste... Oui, après tu creuses un peu plus, tu vois. Tu creuses pour aller... J'ai appris que l'influence d'Eddie Murphy était justement Richard Pryor, donc ça t'emmène à ça. Aussi George Carlin est là, qui flotte, tu vois. Et après, j'ai passé par une période... de Lenny Bruce, mais le truc avec Lenny Bruce, c'est que c'était difficile à comprendre, quoi. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire de Lenny Bruce. J'ai lu plein de livres sur lui. J'ai lu son autobiographie, je sais pas si tu... Oui, je pense que je l'avais lu. Ça fait longtemps, mais ce que j'ai découvert en écoutant ses disques, tout ce que j'écoutais, c'était des trucs qui parlait de ses problèmes en cours, et j'avais de la misère à embarquer. Ouais. C'est pas... c'est dur à embarquer, vu que c'est très... ça fait années 50, mais il était tellement avant-gardiste. C'est ça. En fait, je pense que même aujourd'hui, il reste comme un peu la personne qui a brisé tout. Ben oui. Mais même si aujourd'hui, si on l'écoute, on va pas forcément rire. Parce qu'il n'y a pas forcément des chutes ou des blagues qui sont évidentes. Et aussi, je pense justement, ça marchait à son époque. C'est pas quelque chose de très intemporel. Lenny Bruce, il y avait... quand Joan Rivers, elle disait, quand elle a commencé à faire de l'humour, Lenny Bruce avait été la voir en spectacle.
Et elle s'est plantée, ça n'a pas marché du tout. Oui. Et elle était humiliée vu qu'elle se disait, son idole, Lenny Bruce, était danseur. Et il avait écrit une petite note dans sa loge, c'est juste marqué « Never forget, you're right, they're wrong ». Et ça m'avait marqué de puis là, elle disait que lui, il avait sûrement juste écrit ça vu qu'il voulait coucher avec, mais... et donc déjà, quand tu as regardé ça, tu disais, je peux faire ça, je suis doué pour ça. Je savais pas si je pouvais, mais je savais que je voulais essayer. Et j'ai appris, moi, un autre que j'ai oublié de mentionner, qui était vraiment un de mes idoles, c'était Norm Macdonald. Ouais. Et il est allé à mon école secondaire. Ah oui? Je savais même pas qu'on est allé au même high school. D'accord. Et à l'époque que moi, j'étais au secondaire, lui, il commençait à animer Weekend Update à Saturday Night Live. Je savais même pas qu'il était canadien. Ouais, il est canadien et il est né à Québec. D'accord. Mais il dit tout le temps qu'il vient d'Ottawa. D'accord. Pour une raison que maintenant, depuis 5 ans, il a commencé à dire qu'il vient de Québec. Je sais pas pourquoi. Il était très... peut-être qu'il voulait le côté anglophone, je sais pas. Ouais, peut-être il se disait, s'il dit qu'il est québécois, tout le monde va juste parler de est-ce que tu parles français, pourquoi tu parles pas français. Et c'est drôle, des fois, sur Twitter, quand j'écris des trucs en français, il me retweet puis il rajoute des phrases genre « Vive le Québec libre » ou juste du gibberish. Mais je trouve ça très drôle. Il me fait beaucoup rire. Comment ça s'est passé, ta première fois avec 10 de tes potes dans la salle? Ça a vraiment bien été, mais je pense que j'étais mauvais. Mais le fait d'avoir sur 14 personnes, il y en avait 10 qui me trouvaient extrêmement drôle. Ça a vraiment bien été. Tu te souviens de quoi tu parlais? Non, mais je me rappelle d'un gag que je faisais à l'époque qui était, je disais, c'était sur le fait que... comment qu'on dit condom en français? Capote? Oui, capote ou préservatif. Le gag, c'était 10% des hommes québécois sont allergiques aux préservatifs. Ça donne des rougeurs autour du pénis et des testicules. Là, je disais, moi, pendant 3 ans, je croyais que c'était à cause du chat. Et ça, je me rappelle de ce gag-là. Ça a marché? Ouais, ça a vraiment bien... Ça, c'était mon... c'était mon closer. Et c'était ton closer pendant quelques années? Non. Juste cette fois-ci? Ouais. Mais c'était drôle. Je me rappelle que l'erreur que je faisais, que beaucoup de jeunes humoristes font, c'est que je faisais une blague de moi et ma blonde, blablabla. Après, la blague après, c'est hey, je suis célibataire. Après, j'avais une gars, hey, je viens de me marier. J'ai pas de job. Je travaille comme ambulancier. Et j'ai un ami qui est venu me voir. Il m'avait dit, tu réalises, en 10 minutes, j'avais dit que j'étais ambulancier pour un gag, un autre que je travaillais pas et un autre que j'étais étudiant. Donc, ce n'est pas crédible toi-même. Tu écrivais tout ça, c'est juste pour la vanne, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Je me souviens, il y avait un humoriste à Boston, parce que j'ai passé quelques années à Boston, qui disait, basé sur la blague, il a dit... je passe une très bonne journée aujourd'hui. Après, la deuxième blague, c'est j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui. Troisième blague, ça va bien aujourd'hui. Tu vois, ça va bien ou pas? Mais ça m'a toujours fait rire les humoristes que c'est un défaut que tout le monde fait, mais que j'essaie de moins faire maintenant. C'est que si tu fais une blague sur mettons quelque chose qui est arrivé, on va dire aujourd'hui en m'en venant au spectacle. Mais moi comme public, chaque fois que j'écoute, je fais ça se peut pas, ça se peut si c'est au début du spectacle et c'est un peu sloppy, mais si c'est vraiment tight, là tu fais ça se peut pas. C'est ça. Donc maintenant, tu préfères faire des choses plus crédibles. Je dis, c'est ça. L'autre fois, jour, l'année. Et je remarque que quand je sais que c'est ça l'heure, je vais faire.
je dirais pas l'autre fois. Je vais dire la semaine dernière, il y a 1 mois et demi. Ouais. Je pense le public s'en rend même pas compte. Oui, ça parce que je pense que c'est l'anecdote qui compte. Ouais, quoi. ouais. Comme par exemple la blague que tu as fait avec de mettre ta bite dans le champagne de ce mec-là. Je me souviens même pas quand tu dis ça s'est passé, mais on s'en fout en fait. Non, je sais. Mais ça c'est juste le genre de truc que c'est juste l'humoriste qui le fait que pour lui c'est important, mais ça n'a aucune importance. Oui, je pense que quelque part, on a tous lu dans un livre quelque part, il vaut mieux qu'on a l'impression que ça vient de se passer. Mais après un moment, c'est tellement vu qu'on ne croit plus, quoi. Et donc, après tu montais, après cette première fois, tu commençais à monter tout de suite après régulièrement? Ça te donnait tout de suite le... Mais moi j'étais... à l'époque, il y avait 2 comedy clubs anglophones à Montréal. Ouais. Et il y a un des clubs qui m'aimait beaucoup, l'autre m'aimait pas vraiment. Ouais. Fait que je jouais à celui qui m'aimait. Ouais. Et j'ai eu... il y avait... à l'époque, le stand-up... Tu sais, aux États-Unis, le stand-up a débuté avec Lenny Bruce. Puis, mais au Québec, les premiers stand-up... C'était très tard. On a eu un qui s'appelle Yvon Deschamps, qui était très, très, très populaire. Mais les autres, c'était pas vraiment du stand-up. C'est des personnages. Un peu à la française, quoi. Un peu à la française, même un peu quasiment à la mexicaine. On dirait que tous nos humoristes avaient de l'air de Bumblebee Man dans les Simpsons. Et fait que moi, je voulais pas, je me voyais pas porter des costumes ridicules et faire des bruits. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait des humoristes qui faisaient ce que je faisais, mais en français, là, ça m'a donné le goût d'aller voir, d'aller faire. Et je pensais utiliser la même technique. Il y avait des spectacles à Québec les lundis soirs qui s'appelaient les lundis juste pour rire. Et moi, je croyais que c'était un open mic vu que c'était un lundi soir. Et à Montréal, en anglais, les lundis soirs, c'est toujours des open mic. J'étais arrivé et j'avais dit à l'organisateur, « Hey, j'ai 10 amis qui vont venir voir le show. Est-ce que je peux embarquer, faire un spot de 5 minutes? » Et il m'a dit non. Puis, il était assez bête, mais je comprenais pas pourquoi. Mais quand le show a commencé, j'ai vu, il y avait 2000 personnes qui venaient voir le spectacle. Ah oui, d'accord. Fait que, tu sais, moi, avec mes 10 amis, c'était pas important. Mais le headliner de la soirée, il avait un problème d'auto. Et l'organisateur est venu me voir, il m'a demandé est-ce que tu veux encore embarquer? Il m'a fait embarquer et j'ai vraiment... Ça a été un gros hit. Et c'est là que j'ai vu que j'aimais jouer en français. J'aimais... et c'était drôle. C'était un coup de chance. Ouais, vraiment. Et ça a été... j'avais jamais joué en français et j'avais jamais pris la peine de traduire mes blagues, fait que je le faisais sur scène au fur et à mesure et ça a vraiment bien marché. Même quand j'ai fini de faire à l'époque j'avais 7 minutes de joke, j'ai fini mes 7 minutes et il m'a fait signe de continuer. Puis là je parlais de genre hey, l'autre fois j'ai pensé à blablabla et ça marchait, c'était fou parce que au Québec il y avait le monde voulait rire, le monde voulait de l'humour. Il n'y avait jamais eu de stand-up. Mais c'était le début du stand-up, mais moi, en plus, c'était du stand-up très trash, surtout au début. Même aujourd'hui, je suis trash, mais à l'époque, c'était fois 1000. Fait que j'étais comme un Andrew Dice Clay à la québécoise. Et ça a vraiment marché. Et donc, j'ai pas compris que la première fois que tu es monté sur scène, c'était en anglais. Oui, mais mes 2 premières années étaient... ou 1 an et demi juste en anglais. D'accord. Après, j'ai commencé à faire en français et en anglais. Mais le défaut d'un marché comme Montréal, si tu veux travailler en anglais, il faut que tu déménages. Ben, pour avoir une grande carrière, il faut que tu déménages, tu sais, New York, LA, Londres. Mais je pensais même Toronto, non? Il n'y a pas... Non, Toronto. Le Canada, le Québec a un show business. Le Canada n'a pas de star system. D'accord, ok. Mais je pense pour un humoriste anglophone à Montréal, c'est peut-être pas aussi dur, mais c'est quasiment ce que toi tu vis ici, tu sais. Ouais, je vois. Mais quoi, Paris, tu vas avoir des touristes, mais il y a moins d'anglo. Ouais. Tandis que Montréal a pas vraiment de touristes, mais il y a une petite communauté. Une communauté,
Et donc, quand tu pensais que c'était un avantage parce que tu n'étais pas à Québec, dans la ville de Québec, il y avait, comme tu as dit, beaucoup plus de francophones. Ouais. Le fait que toi, tu as grandi avec cette culture, cette langue, est-ce que c'était un grand avantage? Est-ce que, du coup, c'est grâce au fait que tu parlais et que tu comprenais anglais que tu avais accès direct à tous ces spectacles qui t'ont influencé? Moi, je pense que ça m'a aidé quand j'ai commencé en français je ressemblais pas aux humoristes québécois qu'il y avait eu avant moi. Et qu'est-ce qui est drôle, je trouve, c'est quand je joue en français, et là je parle pour le Québec, mais même pour la France, quand je joue en français, un Français ou un Québécois me regarde comme si j'étais un Américain, comme si je fais du stand-up à l'américaine. Et quand je fais du stand-up en anglais aux États-Unis, je suis comme un storyteller. Oui. Fait que je ressemble plus à un vieux noir. Je ressemble à Richard Pryor ou à Red Fox. C'est ça. Dans une autre vie, j'étais un vieux African American. mais le truc, c'est que quand je t'écoute en français, moi j'ai vu des extraits de toi sur scène en français, et tu as un rythme du stand-up américain, quoi. C'est vraiment. J'ai l'impression que tu sais, le stand-up est assez récent en France, tu vois, et donc je trouve qu'il y a surtout cette nouvelle génération d'humoristes donne un bon nom au stand-up. Il y a vraiment de bonnes choses qui se passent, mais au niveau de juste débit et rythme, tu vois, on sent que ça reste toujours un peu côté français, c'est-à-dire que tandis que toi, c'est vraiment, on a l'impression que l'âme là vient direct de cette école de stand-up. Mais la nouvelle génération, moi, ce que j'aime des nouveaux Français, puis pas nouveaux Français, mais nouveaux humoristes français. Là, je parle pas de gens qui arrivent, ça fait 3 jours qu'ils sont en France. La vieille génération de Français, ce que j'aimais pas, c'est que souvent il volait tu sais, j'aime Bill Cosby. Il faisait un numéro de Bill Cosby. Piqué direct. Mais là, la nouvelle génération a un vrai respect pour le stand-up. Oui. Et moi, j'aime beaucoup voir tu sais, comme toi, hier, j'ai vu que tu fais du crowd work pour la France. C'est tellement bizarre, mais c'est le fun que maintenant ça passe. Mais maintenant, il y a plusieurs humoristes, je pense à Kéron ou Bounaïmin. Kéron qui est vraiment solide pour son justement, crowd work, il est un peu approprié ça vraiment à son style. Et oui, ça devient de plus en plus courant de voir ça. Et c'est important parce que les Français ont l'habitude d'aller au théâtre. Traditionnellement, si on va au théâtre, il y a le quatrième mur, justement. Nous sommes passifs. Tu vois, on partage pas ou on contribue pas au spectacle. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai joué en France, je parlais à un monsieur en avant. Et il savait pas que je lui parlais. Et puis il a fallu que je décrive comment il était habillé, qu'il comprenne. Il comprenait pas vraiment. Tu sais, je disais vous monsieur, mais il croyait que c'était juste un sketch et je parlais à une personne imaginaire. Mais j'aime ça que maintenant, je crois aussi l'internet aide beaucoup à. C'est ça qui est drôle. On dirait c'est ça. Grâce à internet, la planète est devenue très petite. Et tu sais, un gars comme Kéron, il me parle d'un humoriste québécois qui s'appelle Pierre Légaré, que je pense Légaré n'a jamais joué en France. Il a arrêté de faire de l'humour il y a 10 ans, mais maintenant, il y a des comedy nerds français qui peuvent le découvrir. Tu sais. Grâce à YouTube. Grâce à YouTube, Et au Québec, c'est comment avec tout ce qui est stand-up? Tu as dit qu'ils ont pris un retard par rapport aux États-Unis, mais ils sont un peu en avance par rapport à la France? Un petit peu, je pense que c'est entre les deux. Et je pense que il y a 10 ans, la France était 20 ans en retard du Québec et 40 ans en retard des États-Unis. Et maintenant, la France et le Québec, je pense que la France, vous êtes un petit peu en retard, mais vous approchez. Et le fait d'avoir 60 millions de population et le fait de pouvoir faire 2-3 spectacles par soir, c'est comme ça qu'un humoriste... Parce qu'à Montréal, il n'y a pas assez de clubs pour enchaîner. À Montréal, il y a 3 comme les clubs anglo. Et il y a juste un club en français. C'est tout? Oui, mais il y a des soirées d'humour
Oui. mais il y en a moins qu'à Paris. Tu sais, Paris, Ah oui, ok. il y a vraiment beaucoup... Parce que moi j'avais l'impression que peut-être c'est à cause du festival qu'on a l'impression qu'il y a un grand milieu d'humour et plein de clubs, et donc c'est pas vraiment mais le cas. il y a des... je pense que c'est 11 soirées d'humour. D'accord. Mais c'est des one-nighters. Fait que, tu sais, c'est... Et Des dates exceptionnelles, quoi. Ouais, un club qui fait 5 soirs semaine. D'accord. Et ça, c'est important de n'avoir plus, tu sais. La raison pourquoi New York, c'est le top en stand-up, c'est tu peux faire 4 shows dans une soirée. Même chose, quand j'étais à Londres, il y a une couple d'années, il y avait 106 clubs et soirées d'humour. Fait que 106 places pour faire l'humour. C'est impossible de ne pas s'améliorer en jouant si souvent. C'est sûr. Et donc ça te manque tout ça? Est-ce que tu pensais de vivre à New York un petit moment pour vraiment enchaîner les scènes? Non, moi j'ai l'avantage de parler 2 langues, c'est que je joue en moyenne entre 5 et 10 fois semaine. Oui. Et mais j'aimerais faire, il y a un gars qui s'appelle Anthony Cumia, qui est à New York, qui était anciennement de Opie & Anthony. Oui. Quand ils sont séparés, lui, il est parti de son bar. Et il aime ce que je fais, et je vais faire son show une fois par mois. J'aimerais peut-être rester 1 semaine par mois à New York. D'accord. Mais j'ai pas le goût de m'installer. Ouais. Moi, je fais l'humour parce que j'aime ça, faire rire les gens. Mais c'est pas un but pour moi de devenir une grande star américaine ou une grande star française. Moi, j'aime compter mes jokes. Ouais. Et comment est-ce que tu as commencé à vraiment améliorer en faisant le stand-up? C'était juste à Montréal, en montant sur scène régulièrement? Moi, c'était... à l'époque, il n'y avait pas de... Vu qu'il n'y a pas de comedy club francophone au Québec, il y avait un producteur qui m'avait vu et il aimait ce que je faisais. Il m'avait dit, on va rouvrir des soirées d'humour en région, dans plein de petites villes, petits villages, et j'animais 5 soirs semaine. À chaque dimanche, j'allais à une ville qui s'appelle Rivière-du-Loup. Ouais. Et après, j'allais chaque lundi, c'était Montréal. Chaque mardi, Sherbrooke. Chaque mercredi, j'allais au Lac-Saint-Jean. Puis j'écrivais mon numéro dans l'autobus. Ouais. Et là, je faisais mon spectacle 5 fois. Ouais. Et là, je réécrivais un autre. J'écrivais tout le temps mon bout d'ouverture de 10 minutes, avec un petit peu de crowd work, mais et mon deuxième numéro, je faisais un truc que je pouvais improviser, mais c'est de même que j'ai appris à faire de l'humour. Et moi j'avais même j'étais pas habile pour dans le crowd work. J'étais très nerveux quand je faisais pas des gags écrits. Et je me disais, c'est pour ça que je voulais faire un 10 minutes d'improviser, vu que je me disais, la journée que je vais être à l'aise d'arriver sur scène avec rien, je vais savoir que je suis capable de faire rire avec mes trucs écrits. Ouais. Et c'est là, quand j'ai senti que je pouvais arriver, je savais pas ce que j'allais dire, mais ça marchait pareil. C'est là que j'ai vu, OK, je suis maintenant devenu un humoriste professionnel. Ah, c'est génial. Est-ce que aussi parce que présenter une soirée, c'est pas pareil que juste faire un passage. Est-ce que ça t'a aidé? Parce que pour moi, j'ai un peu, quand je suis arrivé à Paris, la soirée que t'as vue le vendredi, en fait, avant de voir mon one, j'ai présenté cette soirée-là, même si j'ai fait du stand-up avant. C'était là où j'avais l'impression que j'ai vraiment commencé à apprivoiser la scène, parce que t'es forcé d'animer la soirée, t'es responsable quelque part de l'ambiance. C'est la job la plus ingrate d'une soirée, parce que les gens viennent pour voir les humoristes et ils pensent que celui qui présente, ils font OK, je veux voir les humoristes, mais parce que c'est pas un vrai humoriste en fait, c'est un animateur. Il faut travailler 2 fois plus fort pour aller chercher le même rire, mais quand tu es capable d'aller chercher le même rire, il y a quelque chose de vraiment valorisant, je trouve, là-dedans. Moi j'aimais beaucoup animer, j'aime encore animer. J'aime vraiment faire le stand-up, et c'est ça que je découvre en vieillissant, que j'aime
arriver, tu sais, dans les marchés comme la France, le fait que mon français n'est pas le même que le français des Français, c'est plus difficile, mais j'aime ça arriver. Je me sens quasiment comme quand j'avais 22 ans et j'étais débutant, puis là, à place de me dire est-ce qu'ils vont trouver ça drôle, c'est est-ce qu'ils vont me comprendre. Il y a un stress weird. Ouais. Et je le vis aussi. Moi, j'avais arrêté complètement de faire du stand-up en anglais pendant 10 ans. 10 ans? Ouais. Ah oui? Ouais, vu que je faisais tellement des spectacles. Le Québec en français a un beau marché de tournée. Quand on lance un one-man show, tu peux partir en tournée 2 ans. Ouais. Et tu vends beaucoup de billets. Fait que ça rend lâche un peu. Ouais. Et là, moi, je faisais des spectacles dans un théâtre devant 1000 personnes en français. Après, j'allais vu qu'il y a trop de comedy clubs anglophones à Montréal, ouais. J'arrivais dans une soirée en anglais devant 14 personnes, ouais. que personne ne voulait vraiment être là. Fait que là, je me disais, c'est moins le fun, tu sais, j'avais moins de plaisir. Ouais. J'ai arrêté et j'ai vu un moment donné, Eddie Izzard en entrevue, il faisait, je sais pas si tu as déjà vu le show The Green Room. Oui, avec Paul Provenza. Ouais. Que ça, avant de vendre ce show-là à Showtime, il a fait une version test à Montréal, que c'était sur un poste genre Cable Access à Montréal. Oui. C'était un poste que c'est juste des shows amateurs, que c'est une madame qui va te montrer comment peinturer, tout est cheap. Et là, c'est arrivé avec un vrai show télé. Oui. Et son pilote, il y avait Eddie Izzard, il y avait je me rappelle plus les deux, je pense qu'il y avait Kevin Nealon de Saturday Night Live, en tout cas, peu importe, mais Eddie Izzard disait que il parlait qu'il était venu faire son one-man show à Paris. Ouais. Et que ça n'avait pas marché. En français? Oui, en français. Ouais. Et que ça n'avait pas marché. Ça avait été un flop. Ouais. Et n'importe quel autre humoriste, tu vas dans un nouveau marché, tu fais un show, c'est un flop, tu te dis, bon, ben, fuck them, je vais retourner dans mon pays. Mais lui, il s'est dit, ça n'a pas ri parce que je parle français, mais je parlais pas le français. Ouais. Mes références n'étaient pas les bonnes. Il parlait comme un Britannique qui a appris le français à l'école. Ouais. Fait qu'il a déménagé à Paris pour vivre avec les Parisiens pendant 1 an. Il a refait son show, ça a marché. Et là, il y avait un producteur allemand qui a dit, est-ce que tu viendrais faire ton show à Berlin? Ouais. Il a dit, je parle pas allemand, mais je vais l'apprendre. Et là, à cette époque-là, il disait qu'il apprenait l'allemand. Moi, je regardais ça à la maison et je me disais, je monte plus sur scène en anglais parce que c'est plus compliqué et je me sentais tellement lâche que c'est là que j'ai fait. Ouais. OK, je vais recommencer à faire des spectacles. Ouais. Mais c'est le fun d'arriver dans un nouveau marché. Comme toi, quand tu es arrivé à Paris, ça devait être fou faire du stand-up. Ah oui, ouais, en français, j'étais terrifié. Ça doit. Ouais, et c'est... déjà, quand je suis monté la première fois, c'était qu'après 2 ans que j'étais ici et j'ai mémorisé mon texte comme si c'était un poème. J'avais 10 ans, je lisais un poème à l'école, tu vois, c'était « Et maintenant, ça va se passer comme ça », tu vois. Et donc, bien sûr, les gens riaient pas parce que c'était trop mécanique, j'étais un robot. Ça faisait 2 ans que tu n'avais pas fait de scène? Non, 2 ans que je faisais pas de la scène parce que quand je suis arrivé ici, je parlais pas français, j'étais même pas à Paris, donc je jouais même pas en anglais, du coup, tu vois. Donc oui, ça faisait 2 ans que je suis pas monté sur scène et c'était la première fois en français après une langue que je parlais depuis seulement 2 ans et ouais, que j'apprenais depuis 2 ans. Et donc oui, c'était terrifiant. On recommence à zéro quelque part. Ouais. Et mais c'était aussi un grand défi. Je me souviens, après ça, quelqu'un s'est approché de moi. Il m'a dit, ça se fait pas de jouer dans une autre langue, tu vois. Et donc cette personne, au lieu de faire l'effet genre je voulais arrêter, au contraire, ça m'a donné la rage. J'ai dit non putain, je vais le faire. Tu vois? Hey, c'est vraiment chiant de te dire ça, ça se fait pas. Ouais. C'est vraiment un truc. Ouais, mais c'est très français de dire ça se fait pas. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Et je voulais savoir par rapport à tu as décrit ton humour trash, tu étais plus trash que les autres. Ouais. Et donc ça c'était parce que de faire des choses entre guillemets trash, est-ce que quelque part ça demande d'oser, c'est-à-dire de peut-être d'être devant des publics
qui vont être choqués. Ouais. T'avais du mal avec ça? C'était quelque chose qui... Non, jeune, ça m'excitait. Ouais. Vraiment beaucoup. Et même maintenant, souvent quand j'arrive dans une nouvelle place et on me dit « Parle pas de ça, ici c'est un grand tabou. Ouais. J'aime ça en parler, juste pour voir ça va être quoi le feeling. Mais ça va pas toujours bien. Il y avait... pas ma première fois à Londres. J'avais toujours entendu dire que le public de Londres, il y avait beaucoup de hecklers. Oui, j'ai entendu ça. Et à chaque fois que j'y allais, ça allait vraiment bien. Ça allait vraiment, même trop bien. Oui. Fait que j'avais une confiance à Londres que j'avais nulle part ailleurs. Et j'ai joué en banlieue de Londres, que là, c'était tous des hooligans. Puis là, j'ai eu beaucoup de hecklers. Et je faisais un truc à l'époque sur... j'ai un copain qui était en chaise roulante. Et je me mets à parler de mon ami en chaise roulante. Et une madame, elle me crie que c'est raciste. Parler des gens handicapés. Puis là, moi, je pensais que c'était un gag sur le coup. Fait que je commençais à dire, madame, c'est pas une race. Il n'y a aucun enfant qui sort en chaise roulante. Puis là, je parlais des dégâts que ça ferait au vagin, une chaise roulante qui sort de là. Moi, dans ma tête, c'était, tu sais, it's gold, tu sais. Mais elle était vraiment choquée et sa table d'amis aussi était choquée. Puis là, ils sont mis à crier que j'étais raciste. Puis là, j'ai comme, arrêtez, ce n'est pas une race. Ce n'est pas une race. Et sont partis, là, la moitié du public qui me criait des bêtises, criait chou, et l'autre moitié était surexcité parce que ça faisait ambiance lutte WWE, UFC, c'était magique comme ambiance, mais c'était un show. Je suis débarqué de scène et il y avait deux propriétaires. Il y en a un que lui il disait j'ai jamais vu un bon spectacle de même de ma vie. Il faut boire. Et l'autre disait, il m'a dit, il faut que tu te sauves. Il y a 20 personnes dehors qui veulent te tuer. J'ai un copain qui va t'attendre dans la ruelle, dans une Mercedes noire, embarque, qui va t'amener à l'hôtel, puis il faut que tu t'en ailles. Et ça c'est ça. Mais quand tu as fait cette expérience, est-ce que tu as senti quoi? La peur? Ou est-ce que c'était une espèce de puissance? Oh putain, je peux vraiment toucher à quelque chose qui est important, justement, une espèce de chose sensible à la société qu'on trouve sensible, et donc du coup, il faut toucher à ce les deux. Moi, j'avais... Howard Stern, un moment donné, avait dit en entrevue que souvent, il se disait, je peux pas dire ça, mais aussitôt qu'il se disait, je peux pas dire ça, ça devenait, je dois dire ça. Ouais. Et c'était un petit peu ça. Puis, il y avait quelque chose que je trouvais vraiment excitant, mais vraiment épeurant. Ouais. Et surtout quand t'es pas dans ton pays, tu sais, te faire menacer dans ton pays, tu sais, ok, je vais aller me cacher là. Ouais, tu connais les règles. Mais là, tu sais, j'étais à Londres, je connais personne à Londres. Ouais. Fait que c'était stressant. Ouais. T'as jamais joué à Londres? Ah non, jamais. Je pense. C'est un channel right away. Ouais, je veux bien le faire. En fait, justement, mon pote Yacine, il commence à monter de plus en plus là-bas. Il m'a dit, ouais, viens, il connaît maintenant des gens. Ouais, il faut que je. Qu'est-ce qui est drôle du Comedy Store à Londres, c'est que le propriétaire te fait un genre une critique. après ton numéro. D'accord, il vient vers toi et il te dit ça c'était bien, ça c'était pas bien. Il dit viens dans le bureau, et là ça fait très parrain. Il essaie de t'intimider avec son succès. Ouais. Et là il dit ça c'était bon. Ça, moi, j'irais plus vers là. Ouais. Tu te sens comme si tu étais à la France, un incroyable talent. Est-ce qu'il t'a donné de bons conseils? Oui, mais il m'a donné des bons conseils, mais c'était drôle parce que moi, quand il m'a vu, ça faisait quand même 15 ans que je faisais de l'humour. Ouais. Mais lui, c'est la première fois qu'il me voyait et qu'il me parlait comme si je venais de commencer à faire de l'humour. Fait que souvent, les commentaires, tu sais, qui me disaient « Ah, ça, si tu le faisais plus de même... » Mais je l'avais déjà essayé plus de même, mais ça marchait moins. Mais je me disais, je commencerais pas à m'ostiner avec lui. T'sais. Il était super sympathique. Lui, en plus, il a marié une Française.
Et ses enfants sont bilingues. Ouais. Fait qu'il y a un grand respect pour la France et pour les Français. Et moi, vu que je n'étais pas français, mais le fait de parler français, il y avait plus de respect pour moi, je pense, D'accord. que les autres. Et un commentaire qui m'avait dit, mais que finalement, il avait eu raison. Le seul bout négatif, il m'avait dit, j'avais fait mon truc sur mon ami handicapé, puis il avait dit, parle pas d'handicapé en Angleterre, on n'aime pas ça, ça va mal finir. Ouais. Et là, je me disais, il est fou. Et genre 2 semaines après, je me suis fait traiter de raciste. Fait que D'accord, il ok. était quand même, Ouais. il connaît bien son marché. Ouais. Mais est-ce que ça t'a motivé de continuer à y aller ou parce que c'était pas ton pays, tu te disais, ok, peut-être je vais pas faire ce Non, ban-là? non, le seul truc qui est mauvais, je suis pas retourné à Londres après ce spectacle-là. Okay. Aurait fallu que, c'était le dernier de la tournée. De la tournée. J'aurais fallu que j'aille un autre spectacle. Ouais. Vu que là, quand je pense à l'Angleterre, j'oublie les 22 spectacles qui ont bien été. Ouais. Je me rappelle de celui que le monde voulait me tuer. Ouais, mais je pense que ça c'est naturel, c'est-à-dire, je sais pas si tu sais, mais en France il y a plein de sites où les gens peuvent laisser des critiques sur le spectacle. Et tu vois, souvent on a plein de bons. Et moi, tu vois, j'ai quelques mauvaises. Ça, c'est là que je me concentre dessus, quoi. C'est pourquoi il a dit ça. Je peux avoir une centaine qui sont bien, mais il y a une critique qui est mauvaise. Donc, est-ce que tu réponds des fois? Sur quelques sites, on peut répondre. OK. Sur un qui est le plus connu en France, s'appelle Biarritz. Ouais. Okay. Celui-là, on peut pas répondre, je pense pas. Et mais je suis aussi sur TripAdvisor parce que mon spectacle en anglais, je l'ai mis sur TripAdvisor pour que bonne idée. Le touriste. Ouais, c'est une bonne idée de marketing. Et ouais, non, j'ai plein de gens qui viennent grâce à ça. Et là, je peux répondre. Okay. Mais je sais pas à quel point les gens voient ma réponse, mais bon, de toute manière, ça m'a fait du bien de répondre. Ça défoule. Ça sort de ma tête. Mais moi, j'ai l'impression, les gens maintenant, tu sais, sur les Facebook, les Twitter, qui envoient de la haine à des artistes, ça, il y a toujours eu ça, mais à l'époque, si tu n'aimais pas un spectacle, tu pouvais pas le dire. Ouais. Tu le disais à ta copine. Ouais. Mais maintenant, le fait qu'ils peuvent nous insulter, j'ai l'impression que ça a rendu le monde plus gentil dans la vie. J'ai l'impression que toute la rage qu'ils ressentent, il l'envoie à un inconnu. Fait que, moi, à place de crier après ma femme et battre mes enfants, je vais juste écrire à Sébastien Marc, je vais faire blablabla, ça, fuck you. Puis toute la haine que le monde a, il l'envoie aux humoristes. Ça fait qu'il y a moins d'enfants battus. Bon, si on arrive à faire ça avec notre boulot, c'est quand même bien pour la société. Et toi, c'est ça. En France, est-ce que les gens t'appellent Sébastien ou Sébastien? Je reçois les deux, mais moi je dis Sébastien, tu vois, parce que mes parents sont argentins, donc c'est à l'espagnol, quoi, tu vois. Mais des fois, les gens écrivent avec... Est-ce que tu parles l'espagnol? Un peu, oui. Est-ce que tu fais des spectacles en espagnol? Non. Tu devrais. déjà avec le français, mais maintenant je parle mieux le français que l'espagnol. Mais en fait, il y a une amie à moi qui pense commencer un plateau même en espagnol. Parce qu'il y a un marché. Et parce qu'il y a tellement de touristes hispanophones qui viennent à Paris que c'est vrai qu'il y a un marché pour ça. Mais ça ferait une belle tournée si tu pouvais faire. Tu sais, une vraie tournée européenne, que tu dis, mettons, tu fais des dates en français, en France, en Suisse, en Belgique, des dates en anglais, mettons en Angleterre, en Allemagne. Et après, tu fais en Espagne, en espagnol. Si tu peux apprendre le grec. Quoi que les Grecs n'ont plus d'argent. Oui, ils n'ont plus d'argent, donc ça sera de charité. Et en parlant de langue, est-ce que toi, tu traduis tes vannes? Est-ce que tu écris dans une langue et après tu traduis? Ou est-ce qu'il y a quelques vannes que tu dis ça c'est pour le français, ça c'est pour l'anglais? Maintenant, quand j'écris, j'essaie d'écrire dans les deux langues. Quand c'est nouveau. Parce que sinon, j'ai certains trucs que j'ai traduits, mais quand c'est traduit, il faut le modifier parce qu'il y a des trucs qui marchent en anglais, d'autres qui marchent pas. Mais et même qu'est-ce qui est drôle, ça je l'ai remarqué les années que je faisais pas d'humour en anglais.
des fois, j'écrivais des gags en français que ça marchait pas. Oui. Je comprenais pas pourquoi. Et après, je l'ai essayé en anglais. Et ça marchait. Gros hit. Ouais. C'était mon côté en anglais qui avait pensé aux gags. C'est fou parce qu'il y a plein de vannes, parce que, comme je te dis, j'ai 2 spectacles, tu vois, j'ai une heure en français, une heure en anglais, il y a plein de vannes qui sont similaires, mais aussi il y a plein que je fais que dans une langue. Parce qu'après un moment, je voyais, il y avait une vanne et je ne savais pas pourquoi. C'est ce que c'était des fois une question de tournure de phrase ou un truc culturel qui faisait qu'une blague marchait que en anglais et une autre que en français. Et donc après un moment, j'ai dit, ok, c'est une blague anglophone, donc j'abandonne le français et je le garde. Et ça, c'est un peu le mystère de tout ça. C'est pourquoi il y a une vanne qui marche. Des fois, c'est juste, par exemple, le mot con. En français, c'est génial. Il n'y a pas vraiment un équivalent en anglais. Donc, du coup, le rythme du mot con, c'est punch, tu vois. Tandis qu'en anglais, on ne peut pas dire asshole, idiot, oui, tu vois, mais c'est différent, quoi. Et donc, des fois, ça joue à ça. Tu vois, une blague marche parce que tu utilises un certain mot qui fait que la blague marche. Il y a des mots drôles. Des mots, des noms de villes, des fois, qui sont drôles, tu sais. Mais j'aime. Moi, ce que j'aime maintenant de jouer dans des 2 langues. Moi, je trouve, en français, mon humour s'exporte moins bien. Vu que à l'extérieur du Québec, les gens sont habitués, mettons, nos films, c'est des films français. Fait qu'ils sont habitués à l'accent français, à la parlure française. Et moi, vu que je sonne très québécois, c'est plus dur, mais en anglais, tu sais, j'ai un accent canadien. Et l'accent canadien, c'est l'accent des films américains. Parce que, tu sais, le Midwestern US, tu sais, l'accent des films, c'est pas l'accent de New York, c'est pas l'accent du Sud, c'est vraiment l'accent du Ohio, de l'Ontario, l'Amérique de base, quoi. Fait que moi, en anglais, c'est simple. On n'a pas. Tu pourrais être américain. Ben avant, mais c'est ça que je suis content que j'ai commencé à faire dans la dernière année. C'est qu'avant, quand je jouais ailleurs, je disais j'aimais d'où je venais. Et là, le monde pensait que j'étais américain. Mais j'ai remarqué que maintenant, on aime ça, l'exotisme. On aime. Fait que là, quand je vais n'importe où, je joue tout le temps mon côté francophone pour être exotique. Un peu différent. C'est ça. Et donc, le fait que ton accent français, le français de la France ont plus de mal à comprendre, c'est pour ça que tu as plus de mal à exporter en français. Mais comme moi, je pense, je pourrais avoir du succès, mais il faudrait que je déménage ici pour vraiment m'habituer pendant 1 an, de savoir, OK, ça, quand je dis ça, ils comprennent pas, ça, ils comprennent. Et tandis qu'en anglais, j'ai pas à faire ça. On dirait que je suis trop bien chez moi. Est-ce que tu as l'impression aussi que, par exemple, là tu as joué plusieurs fois ici en France, ton style d'humour, est-ce que, indépendamment de ton accent et tout ça, le sujet que tu traites, est-ce que tu as l'impression que les Français ont besoin de ce genre de choses? Moi, je pense que c'est ça qui est drôle. Les gens ne me comprennent pas à 100%, puis ça marche pareil, parce que je pense que les Français sont très coincés et ça les aide à se défouler des gens d'humoristes comme moi. Oui, parce que je pense vraiment que ton style, et comme je t'ai dit, on sent que vraiment il y a un truc américain là-dedans, et donc tu traites le sujet comme si tu étais justement stand-upper américain, mais en français. Et donc ça fait du bien, je trouve, et je me demande à quel point les Français, justement, t'as senti qu'ils étaient un peu choqués, ou ils étaient très contents à chaque fois, la première fois je suis venu en France, je me suis dit mon humour pourrait jamais marcher ici. La deuxième fois, j'ai fait peut-être. Et là, à chaque fois, je viens. C'est peut-être le fait que là maintenant, je sais plus de mots pour que les gens me comprennent. Ou peut-être aussi l'esprit français évolue aussi. Mais c'est aussi, c'est comme le truc de YouTube, là, le fait de voir aussi Xavier Dolan, qui a quand même un certain succès ici. On vous a envoyé 150 chanteuses. Fait on dirait, là, l'accent... Tu sais, la planète est en train de... devenir de plus en plus petit. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que le monde me comprenne mieux.
Mais je pense que pour être un bon humoriste ici, il faudrait que je déménage ici au moins 1 an et vivre juste avec le monde. T'as envie de faire ça? On dirait oui et non. C'est que là, pour l'instant, je veux aller à New York une semaine par mois. Mais si je suis à New York une semaine par mois, je peux pas être aussi à Paris. Je peux pas. Fait que on dirait qu'il faut faire des choix. Et là, et la priorité, c'est plus New York. C'est plus New York, vu qu'on dirait, surtout moi, tu sais, le Canada n'existe pas vraiment. Le Canada, on est la banlieue des États-Unis. C'est vrai. Tu sais, le Canada, c'est le Vermont, mais avec un petit peu moins de fusils. Moins de fusils, un joli sirop d'érable très bon. Mais c'est ça. Fait que moi, aller aux États-Unis, je suis mieux accueilli aux États-Unis que je suis en Ontario. Vu qu'en Ontario, qui est à côté du Québec, dans le Canada, pour eux, je suis le Québécois, mais j'arrive aux États-Unis, le Canada est tellement bien vu aux États que c'est surtout maintenant le fait de jouer de mon côté franco, je suis exotique, mais sans être trop exotique. Fait que quelqu'un de raciste va m'aimer. Je suis blanc puis je suis pas trop ethnique. Est-ce que tu écris à quelle fréquence? Tu es toujours en train d'écrire de nouvelles vannes, ou est-ce qu'à un moment donné tu dis ok, moi là j'écris en 1 heure et je bosse 7 heures pendant longtemps? Non, j'essaie d'écrire beaucoup. Le fait aussi, le Québec, quand on travaille en français au Québec, le Québec est tellement petit qu'on n'a pas le choix de se renouveler. Oui, donc ça te force ça me force à écrire. Parce que tu sais qu'il y a plein de gens qui t'ont déjà vu, et donc ça te force à... Comme là je suis en tournée présentement avec un one-man show. Oui. Et ça fait... Les tournées au Québec durent environ 2 ans en moyenne. Là, ça fait 7 mois que ma tournée a commencé. Et j'ai déjà écrit et rodé. Rodé qui est, je pense que c'est un terme que vous avez pas en français. Mais c'est ça, j'ai écrit et rodé à peu près 1 demi-heure pour le prochain show. Je veux que, aussitôt que... Mais les soirs que je suis pas en spectacle avec mon one-man show, je teste mes nouvelles affaires dans des petits clubs, dans des bars. Et donc c'est à peu près chaque 3 ans, tu as 1 heure complètement nouvelle, ou tu gardes quelques vannes de l'ancien? Non, chaque 3 ans, j'ai 1 heure et demie. Ah oui? J'ai 1 demi-heure par année, en moyenne. D'accord. Peut-être un petit peu plus, vu que souvent, je fais des trucs pour la télé, que j'écris, je rode, je fais la télé, puis après, il meurt. J'y refais plus jamais. D'accord. Et ça te fait du bien d'un peu mettre dans le placard? Moi j'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un de... Quand j'aime... C'est ça que j'aime de venir, mettons, en France, vu que les gens me connaissent pas. J'ai un truc que j'ai fait hier, que j'ai écrit en 1996, que je peux plus faire au Québec, parce que c'est vieux, puis tout le monde l'a vu. Mais ici, j'arrive, je le fais, et ça marche. Ça marche. C'est ça. Parce que, tu sais, dans un monde idéal, tu sais... tous les humoristes, tu sais, un show d'humour, c'est tout le temps un work in progress. Puis quand ça commence à être parfait, là, à ce bout-là, il marche plus parce qu'il est trop vieux. Mais dans un monde idéal, si on était capable tout le temps de faire le même show, ça marcherait tout le temps. Il y a des humoristes qui veulent tout le temps créer. Moi, je suis le genre de personne que j'aime ça, avoir des rires. Et j'aime ça... Fait que moi, dans un monde idéal, j'écrirais un show qui durerait 150 ans. Donc tu te lasses pas avec tes vannes. Dès que ça marche, tu prends le plaisir juste pour avoir de rire, de affiner ces vannes. Mais il faut que moi, je trouve ça drôle. Oui, bien sûr. Des fois, il y a des trucs que, quand j'arrête de le trouver drôle, je le fais. Oui, bien sûr. Aussi parce que quand toi tu crois que c'est plus drôle, tu peux pas convaincre le public que c'est drôle. Le public, il sent ça normalement. Est-ce que tu as donc tes buts pour le futur proche, c'est d'aller à New York, d'aller là, j'essaie d'aller vers le marché américain. J'avais enregistré un album live il y a 2 ans, 3 ans, que Stand Up Records, qui sont, je sais pas où sont basés eux, mais c'est un petit label américain, mais qui ont Doug Stanhope, qui ont Hannibal Buress, ils ont du monde que moi j'aime beaucoup. Qui distribuerait mon album. Je pense... Audio. Oui. Je pense en 2015,
d'avoir un distributeur ou non, ça change rien. Ouais. Mais j'aime ça, avoir du monde qui entoure le projet, ouais, qui soutient le plus. Juste aussi, moins le Québec, mais le Canada anglais a vraiment une mentalité de petit village. Ouais. Que si les Américains nous trouvent bons, on est bon. Ouais. Si les Américains nous aiment pas, on est de la merde. D'accord. Puis on est vraiment, c'est drôle là-dessus, tu sais, tous les humoristes canadiens, tous les humoristes canadiens qui ont eu du succès au Canada ont eu du succès aux États-Unis avant. Tu sais. D'accord. On est fiers de Jim Carrey, mais quand Jim Carrey était à Toronto, personne n'allait le voir. Tu sais, même chose Norm Macdonald, même chose Dan Aykroyd, Mike Myers, toutes les... Mais c'est fou à quel point il y a énormément de Canadiens qui percent aux États-Unis, qui sont vraiment hyper drôles. Mais je pense que c'est le fait que, tu sais, des gars comme Lorne Michaels de Saturday Night Live, c'est un Canadien, et il y a plein de producteurs importants qui sont des Canadiens, qui aiment rentrer des Canadiens, et l'avantage d'un Canadien, c'est qu'il a le même accent que Middle America. Fait il passe très bien à la télé. Tu sais, t'envoies quelqu'un du Texas, mettons quelqu'un du Texas qui va à Hollywood, il faut qu'il réapprenne à parler l'américain, même si c'est un Américain. Tandis que tu prends quelqu'un du Canada, il arrive, puis il sonne déjà... Ça c'est sûr. Mais par exemple, moi j'ai grandi en regardant The Kids in the Hall. Et c'est pareil quoi. On se rend presque pas compte qu'ils sont canadiens. Tu vois, c'est juste dans une petite accent. Des fois, il y a certains mots. Tu sais, comme on dit Z à place de Z pour la lettre. Out. Au lieu out, out. Mais il y a certains. Et on finit souvent nos phrases avec A. Mais ça. C'est subtil et c'est charmant, quoi. C'est ça. T'as déjà fait le late night? Non, là, cette année, c'est ça. Là, je fais à Just for Laugh, je fais un gala pour la télévision canadienne, un gala pour la télévision américaine. Et mon plan dans la prochaine année, c'est d'aller une semaine par mois à New York pour travailler, et je veux faire au moins un late night. Là, j'essaie de me bâtir vu que moi, mon humour est trash. D'habitude, c'est facile de faire, OK, je vais faire ces 5 minutes-là à télé, mais moi, c'est complexe. J'allais dire, est-ce que justement, même si c'est quelque chose qui te plaît de faire, est-ce que tu as senti que le côté trash t'a limité ta carrière? C'est-à-dire que tu ne pouvais pas justement aller à la télé. C'est sûr, pour la télé, c'est mort. Mais je ne sais pas si la télé canadienne est plus ouverte que... La télé, un petit peu, mais qu'est-ce qui m'aide? Là, maintenant, avec Internet, je me suis fait des fans que j'aurais pas eu, puis des fans partout dans le monde que à l'époque, c'était impossible d'avoir. Mais cette année, j'aimerais me bâtir un 5 minutes propre pour la télé. J'avais, tantôt, tu parlais de Cosby. Moi, avant que tout le Cosby soit... qu'on découvre que c'est un violent, j'avais fait sa première partie, et je m'étais monté un 15 minutes vraiment propre. Ça avait marché, puis j'étais même surpris à quel point ça avait marché, que je me disais, peut-être souvent... Le fait de vouloir choquer, ça choque. C'est stupide comme ça. Mais est-ce que c'était... est-ce que tu as l'impression que quand tu essaies d'écrire quelque chose de plus propre, ça te correspond pas? Est-ce que tu as l'impression que you're selling out, ou quelque chose comme ça? Non, mais le truc que j'ai fait, c'est juste... j'avais écrit ça, et c'était vraiment... familial, parce que aussi en même temps, faut pas oublier, j'ai 41 ans, je suis avec la même femme depuis 16 ans. Fait que ma vie est loin d'être trash, sauf le fait que je bois, mais je bois de la bière. Je suis pas, c'est ça, je suis un monsieur. Fait que des fois dans mon écriture, je suis plus monsieur. Fait que là, je vais essayer de prendre mes bouts de plus monsieur et faire ça à la télé. Mais est-ce que c'est une manière justement de sortir une rage qui est à l'intérieur de toi? Genre, sur scène, tu arrives à avoir une espèce de voix, tu vois, où tu peux sortir la petite pensée un peu trash dans une manière plus saine, quelque part. Moi, c'est une thérapie. Tu sais, moi je suis quelqu'un d'envie d'extrêmement zen.
Et le fait d'être zen comme je suis, tu sais, je suis pas croyant, je suis pas spirituel, je suis pas le genre de gars qui fait de la méditation, mais j'ai quasiment la même mentalité que quelqu'un qui ferait de la méditation. Je suis tellement heureux, mais ça, je sais que c'est parce que tout ce qui me choque, je le sens sur scène. Fait que j'ai pas... tu sais, j'ai eu, avec ma copine, on a acheté un bloc appartement. Et on a eu un dégât d'eau qui coûtait extrêmement cher. Et elle pleurait, puis elle criait, puis elle était comme, pourquoi tu cries pas? Puis j'étais comme, ben, ça donne rien de crier, tu sais. Et sûrement, je vais écrire un numéro là-dessus, que je vais sortir ma rage, mais dans la vie, ça donne rien de jaloux, ça donne rien... et ça, je sais pas c'est quand je suis devenu comme ça, mais je suis devenu comme ça et je suis sûr c'est grâce à des jokes louches. Ouais. C'est ça. C'est magnifique. Ouais. C'est la meilleure thérapie, c'est gratuit. C'est clair. Je me fais payer pour voir un psychologue qui est mon public. Ouais. Non, parce que là, je sens, des fois, j'ai des angoisses ou des rages ou des peurs. Et des fois, quand je l'écris et je sors et j'arrive à créer une blague basée sur ça, et non seulement créer une blague qui me fait rire, mais je monte sur scène et je partage et ça fait rire les autres. Ouais. Là, tu découvres que t'es pas seul. Ouais, et ça, c'est magique, quoi. Parce que l'humain est toujours... Tu sais, on a tous les mêmes peurs, les mêmes angoisses, mais on pense souvent que hey, je suis le seul à penser ça. Et là, en le disant sur scène, tu découvres, OK, les 100, les 20, les 80, les 4000 qui sont ici, ils ont les mêmes peurs, ils ont les mêmes phobies, les mêmes... Ça, c'est vraiment... c'est magique quand tu arrives à partager ce genre de choses. J'ai l'impression aux États-Unis, tous les clubs ont leur... tu sais, Urban Night, pour les Black Comics, qui ont leur soirée juste des filles. Puis au Québec, on n'est pas comme ça. On n'a pas de... C'est juste les shows d'humour. C'est rare qu'on va faire. Je pense qu'aux États-Unis, ça existe parce qu'il y a un marché pour tout. Il y a tellement de gens qu'il y a une communauté pour quasiment pour tout, et une communauté assez importante pour qu'on puisse avoir cette... Moi, j'ai fait un moment donné, la première fois que j'étais à LA, j'avais fait... C'était un Black Gay Night. Et c'était très spécifique. C'était vraiment... Mais c'était drôle. C'est que des drag queens, des vraiment... over gay là, mais c'était très drôle. Et ça marchait? Est-ce que tu as adapté ton... Non, j'ai pas adapté puis ça a marché. Ça a marché. Mais moi j'ai un copain humoriste qui s'appelle Eddie King, que lui m'avait dit il y a une couple d'années, on parlait, lui il est black, puis on parlait de est-ce que les blancs ont le droit de faire des jokes sur les noirs. Il m'avait dit vous avez le droit à condition que tu seras à l'aise de le faire devant juste des blacks. Fait puis j'essaie de prendre ça pour tous mes gags maintenant. C'est que si je fais bon conseil. Si je fais un gag sur les gays, je me dis est-ce que je serais capable de faire ça devant un public juste de gays? Si la réponse est non, je devrais pas la faire parce qu'aujourd'hui avec Internet, une joke que t'assumes pas vraiment. Tu vas te faire défoncer. C'est ça, mais tu sais, un gag. Fait que là, moi, tu sais, j'ai fait j'ai un truc, tu sais, j'ai regardé du gay porn avec ma blonde, j'ai fait ça. Fait un truc drôle de me rentrer un tournevis dans les fesses, j'ai fait ça. C'était super gay ce que je faisais, ou gay friendly. Et puis ça marchait. Mais est-ce que tu as été surpris par exemple, est-ce que tu as écrit une vanne, tu disais, là, je ferais devant un public complètement noir, par exemple, mais quand t'es monté sur scène, tu as eu des gens qui trouvaient ça raciste ou non, c'est pas arrivé. C'est pas. Mais non, c'est pas arrivé. Donc en fait, il faut s'écouter parce qu'on sait quelque part. C'est ça. Vois-tu j'ai un truc sur l'esclavage, que les premières fois que je le faisais devant un public de noirs, je me disais tout le temps comment ils vont le prendre, puis à date ça a toujours bien été. D'accord. Cool. Tu m'as déjà posé plusieurs questions, mais à la fin de chaque podcast, je demande si tu as une question pour moi, si tu as une question en plus. Je vais... Michel, as-tu une question? Pour Sébastien? Parce que sinon, moi ça serait... J'aimerais ça vienne au Québec.
Là, ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses peut-être aller au Québec? J'ai fait un festival le Grand Rire OK. à Québec il y a 3 ans. OK. Ou non, plus que ça, 4. Et c'était peut-être un an après que j'ai commencé à vraiment jouer en français. OK. Et donc du coup le festival c'était en français. OK. Et donc ça s'est bien passé, mais c'était un peu tôt. OK. Tu vois, j'étais pas assez à l'aise. Et donc je suis allé, mais je veux bien y retourner. Je veux bien faire Montréal, ça sera génial. Ouais, en fait, le Zoo Fest aussi, c'est très bien. C'est une bonne manière de voyager. Mais même surtout là, Zoo Fest, pendant un bout de temps, c'était anglais-français. C'est devenu 100% français. Et maintenant, il y a plein de spectacles bilingues. Oui. Ça serait même bon que... Ah oui. C'est ça, la beauté de faire de l'humour bilingue, quand tu fais, tu sais, français-anglais dans le même numéro, c'est que toutes les gags que tu dis, ah ça, c'est plus drôle en anglais, tu le fais en anglais, ah ça, c'est plus drôle en français. Fait que tu as toujours de l'air 2 fois plus drôle que c'était vraiment. Donc, tu as déjà fait un spectacle bilingue? Ben, moi, j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait pour les troupes canadiennes au Moyen-Orient, vu que... puis j'avais fait aussi pour les troupes... Il y avait un spectacle que le Canada m'a envoyé pour les Nations Unies à Toulon. Oui. Et j'ai fait un moitié anglais, moitié français. Ça a marché? Ça a marché. Les gens ont compris les deux. Ouais. Mais c'est ça la beauté, c'est que quand j'arrivais, je commençais une blague, là, je me disais, OK, en anglais, cette joke-là, c'est un 4 sur 10. Ouais. En français, c'est un 8 sur 10. Je le faisais en français. Oh, celle-là est meilleure en anglais. Fait que là, t'as de l'air plus impressionnant. Tu sais, il y a un humoriste montréalais qui s'appelle Sugar Sammy. Ouais. C'est ça qui fait des shows bilingues. Puis quand tu le vois, en anglais, il est excellent, en français, il est excellent. Mais quand tu le vois, les 2 langues, tu fais... C'est un génie parce que chaque joke... était fort, quoi. Ouais. D'accord. Et donc c'était quoi? Une vanne en anglais, une vanne en français, ou dans la vanne, tu as mélangé les langues? Des fois, si je voyais que j'avais, on va dire, 4 gags en français, je faisais mes débuts de phrases en anglais pour que le monde sente que c'était vraiment 100% bilingue. Ouais. Et si j'avais même chose, j'avais 4 jokes en anglais, je faisais mes débuts en français pour que le monde ne remarque pas si c'était en anglais ou en français pour le punch. C'est assez fluide. C'est juste le gars sur scène. Ouais. Puis ça serait Montréal serait vraiment content de voir un Européen faire ça. Ouais. Parce que là maintenant, c'est ça qui est weird, t'es un Américain ici, mais quand tu viens... Ouais, je serais français. C'est sûr, quand tu retournes chez ta famille... Ah oui, non, maintenant oui, français, c'est clair. Les gens me considèrent maintenant que français. Et ici, je suis bien américain. Donc, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui dans le milieu que tu admires vraiment dans le milieu américain ou américain ou même France? Est-ce que... Comme j'ai hâte de... Tantôt, je vais rencontrer... puis tantôt, c'est un mot... c'est ça qui est drôle. Tous mes amis français, quand j'utilise le mot tantôt, ils font « Ah, mon grand-père utilise ce mot-là. » Mais ouais, je vais rencontrer tout à l'heure Eliezer, puis j'ai hâte. T'as jamais rencontré? Jamais rencontré. Puis, mais c'est ça qui est weird. Des fois, j'ai entendu Eddie Izzard. Fait que j'ai aucune idée comment dire son nom. Ouais. C'est quelqu'un que j'admire, mais quand je vais le rencontrer, je dirais pas son nom. Ouais, tu vas dire juste Eddie, ouais, non, c'est un grand maître. Lui, il m'impressionne beaucoup. Sinon, tu sais, comme un gars comme Louis C.K., j'admire son travail. Ouais. Tu sais, c'est fou d'être capable d'écrire 1 heure de stand-up par année, de faire sa série, de monter, de réaliser. Mais je pense que la personne qui me fait le plus rire en ce moment, c'est Dave Chappelle. Ouais. Que lui, je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un que je trouve très, très drôle. Ouais. Et que des gens à côté français? Côté français, je dirais Kairon. Moi, Kairon, ça me surprend qu'il n'est pas plus big que ça en France. Il devrait être plus big. Ouais, il commence, il va sortir son film. Il va avoir son film. Ouais, et ça, je pense que ça va faire un coup de pub pour lui. Mais son spectacle marchait très bien, par contre. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi, tu sais, comme un Gad Elmaleh qui est une méga star.
Kieron, pour moi, est 1000 fois plus drôle que Gad. Parce que je pense que Kieron est moins grand public. Gad Elmaleh, ça passe partout. Il y a des enfants de 14 ans jusqu'à 74 ans. Donc, je pense que ça englobe vraiment tout le monde. C'est un peu comme Seinfeld. Seinfeld n'utilise quasiment pas de gros mots. Mais il est très fort, Seinfeld, je ne veux pas dire le contraire, mais c'est pourquoi quelque part il était tellement connu, c'est aussi parce que tout le monde peut le voir. Tu vois, tandis que Kieron est plus corrosive, tu vois, un peu plus hard, donc du coup ça limite les possibilités. Mais je pense que la société française ouvre de plus en plus à ce genre d'humour, et on cherche. Une autre personne, c'est Blanche Gardin, on a parlé d'elle, elle est bien trash, mais elle peut pas passer à la télé, tu vois, et sa cible est assez particulière, tu vois. Elle dit on peut pas, elle veut pas des enfants à son spectacle parce que c'est pas un spectacle pour enfants. Par contre, son discours est très important, et c'est ça. Je pense que petit à petit les Français ouvrent à ce genre de choses. Mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression que l'humour français dans les 10 dernières années a vraiment évolué. Puis ça va continuer comme ça. Même chose, tu sais, il y a 10 ans, les meilleurs humoristes sur Terre, c'est les Britanniques. Puis les Américains, là, ont redépassé les Anglais, tant qu'à moi. Et c'est ça, la France a tellement évolué dans les 10 dernières années. J'ai hâte de voir c'est quoi le futur pour la France. Le fait, c'est ça, qu'à l'époque, il y avait, comme je disais, beaucoup d'humoristes français qui faisaient juste Bill Cosby est bon, ça va être ça. Je vais devenir le Bill Cosby français. Mais là, maintenant, les Français écrivent pour vrai. Ils travaillent leur truc comme un humoriste doit travailler. Et c'est pas monter un spectacle, c'est monter gag par gag par gag. Brique par brique. C'est ça. Bon, alors merci beaucoup. Ben, merci à toi. Ça was fun. Et voilà, la fin du podcast Mike Ward et moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aller vous abonner sur iTunes, SoundCloud. Et vous pouvez aussi liker la page Facebook pour avoir toutes les actualités de ce podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Smarks est mon nom. Je suis aussi sur Facebook, bien sûr. Et aussi, moi, je joue également tous les dimanches à 17h en français et à 18h30 en anglais à la Nouvelle Scène qui est sur une péniche devant Notre-Dame. Et aussi, j'anime le plateau The New York Comedy Night qui est un plateau en anglais tout le vendredi à 21h30. En fait, quand Mike Ward était là, il a même fait un petit passage là-bas. Donc, quand il y a des gens qui nous rendent visite, je le mets sur scène à ma soirée les vendredis à 21h30. Donc si vous êtes fan de tout ce qui est anglophone, humour, stand-up à l'américaine, en anglais, venez les vendredis au Soul Gymnase. Passez une très bonne été. À bientôt.